le début, c'est fou, mais on démarre, on est. Alors, j'emmène des Parisiens avec moi Ouais. en province. Que quand j'arrive dans le village, bah bien entendu, les plaques sur ma voiture, c'est des plaques de Paris. Ouais. Qu'on se dit, oh putain, il y a un Parisien qui vient s'installer là, quoi. Tu vois. Ouais. Bah tu sais comment c'est, on est dans le Loir-et-Cher, Ouais. donc voilà. Et puis très vite, les gens comprennent que je suis un enfant de la région. On démarre on était 8. Donc Pas mal. on était 4 en cuisine, une plongeuse qui faisait les chambres en même temps, puisque du coup on avait 8 chambres. C'était important pour moi d'avoir quelques chambres si je m'installais, parce que voilà, c'était important que les gens puissent rester sur place, Bien sûr. Ouais. profiter du moment. Donc une personne qui faisait la plongée et les chambres, Sébastien, mon directeur de salle, qui était directeur de salle et sommelier, et puis Emmanuel, ma compagne à l'époque. Ouais. Et donc du coup on démarre comme ça, avec une petite jeune aussi en salle, et très vite, en fait, on a une activité qui prend, quelque chose qui se passe, qui est superbe. Et le 5 février 2015, première étoile Michelin qui tombe. Et là, je me souviendrai toute ma vie. À cette époque-là, voilà, on t'appelle le vendredi pour te dire que lundi, on t'attend à Paris pour la remise des étoiles, et que il est 13h, je suis en plein service. Emmanuel qui vient me chercher, qui me dit, voilà, t'as un appel du Michelin, et là, bah, voilà, t'es cuisinier, tu sais ce qui va se passer. Il m'annonce ça, j'appelle toutes les équipes, on est en cuisine, on est tous ensemble, et on se tient tous ensemble, et voilà, c'était le début. C'était le début de Christophe, le début vraiment de cette histoire de la haute gastronomie. Mais alors, il faut que tu expliques quelque chose. Qu'est-ce qui s'écrit? Quels sont les marqueurs? Parce que tu déclares ouvert cet endroit. Très vite, tu le dis, il va rencontrer son public. Très vite, ta cuisine, elle va trouver justement son public et aussi les critiques. Qu'est-ce qu'il y a dans son ADN à ce moment-là qui peut la caractériser? Mon ADN, c'est une ADN de paysan, c'est une ADN de pêcheur, c'est une ADN de cuisinier, et c'est une ADN de terroir. Donc ma cuisine, elle est moderne parce elle vit avec son temps, mais c'est une cuisine de respect du produit. On a la chance à cette époque d'avoir un ami qui habite pas très loin et qui se propose de me faire mon jardin. Donc à cette époque-là, on a le jardin qui est de l'autre côté de Chambord. Donc ça veut dire que je prends ma voiture le matin, je traverse Chambord, je vais chercher mes légumes et Pas mal. puis mes herbes à Toury, donc un tout petit village qui est juste là à côté. Donc c'était magique. Et puis je fais la rencontre de Sylvain Arnoux, qui est mon pêcheur professionnel. Je vais le voir, un gros costaud. Je me dis, punaise. Il me dit, ouais, moi il y a plein de chefs qui sont venus me voir, mais je bosse pas avec eux. Ok. Ben, je lui dis, tu sais, moi, j'adore les poissons d'eau douce. J'ai été champion cadet de pêche au cou. J'adore la pêche. J'adore les gardons. J'adore les brèmes. Il me dit, ah, putain, toi, tu vois, et il adhère, tu vois, il adhère à mon discours de se dire, moi, ce que je veux, c'est valoriser les poissons de Loire. Il me dit, bah, tu sais, moi, les chefs, à chaque fois, ils venaient me voir, ils me parlaient du centre, du brochet et de la perche. Moi, je leur ai dit, dans la Loire, il n'y a pas que ça, et voilà. Et à chaque fois, il est rembarré. Et donc, on partage des moments uniques tous les deux, et puis voilà, là, je commence à comprendre, si tu veux, les ressources de la Loire. Donc, je m'installe, je fais un peu de mer et un peu de Loire, parce que je sais pas ce que je vais trouver, je sais pas comment je vais pouvoir les bosser. Moi, ces poissons-là, jusqu'à présent, je les pêchais, je les remettais à l'eau. De là à bâtir toute sa carte autour de ça et de dire que sa cuisine ne va pas aller sur la mer, mais faire du poisson, C'est c'est ça. un step, quoi. Donc là, il a fallu vraiment comprendre la Loire. Et ce que dit très souvent Sylvain, c'est que la Loire, elle donne ce qu'elle a envie de nous donner, en fait. Et n'oublions pas, et ça c'est vraiment important, c'est que il pêche pas avec un chalut, et il racle pas tous les fonds de la Loire, quoi. La pêche en Loire, c'est parfois 0 poisson, et puis le lendemain c'est 20, 30, 40 kilos, quoi. Donc il faut comprendre la Loire. Donc on met vraiment une vraie pêche durable ensemble en place. Et puis voilà, j'ai cette chance vraiment d'être entouré. Je rencontre par hasard quelqu'un qui s'appelle Adèle Chandavoine. J'étais à l'école
je parle là du primaire, du collège, avec sa cousine. Champ d'avoine, je me dis, mais ça me dit quelque chose. J'étais avec Aude à l'école et voilà, on partage ensemble. Et voilà, j'élève des volailles. Est-ce que ça t'intéresse? Donc là, on démarre aussi la géline de Touraine ensemble. On préserve cette volaille ensemble. À côté de ça, on a de l'agneau sologno à côté. Voilà, on a vraiment la chasse avec Chambord. On est entouré en fait de beaux produits. Tu commences à mailler, à fédérer tout un écosystème autour de ta cuisine. Je n'ai pas arrêté de bouger. C'est-à-dire que tous mes après-midi, plutôt que de rentrer chez moi et d'aller faire une sieste, je prenais ma voiture, j'allais voir les producteurs. J'allais voir la famille Encar qui produisent du caviar ici à Saint-Viâtre. On est juste derrière. Voilà, j'ai fait que ça en fait. Pendant toute cette période-là, j'ai bougé. Et puis au fur et à mesure, après, si tu veux, au fur et à mesure de ces rencontres, après on m'a proposé. Tu vois, il y a des gens qui venaient me voir. Ah bah tiens, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Parce que petit à petit, les gens comprennent que tu es dans une démarche de terroiriste, comme tu le dis toi-même, et donc tiens, va voir ce chef parce qu'il est là-dedans, quoi. Exactement. Et donc petit à petit, ça maille, quoi. Il y a un truc qui prend autour de toi. Comment l'histoire, elle va évoluer? Comment on va passer de cette table d'à côté? Non, maison d'à côté. La maison d'à côté. Ouais. Maison d'à côté. Donc là, comme je te disais, première étoile le 5 février 2015. 2015, ouais. Et là, le maire du village vient me voir et me dit, bah écoutez, au bout là-bas, on a un bar PMU qui est abandonné. On a bien fait une émission avec Jean-Pierre Pernaut pour, tu sais, ils avaient une émission où il fallait sauver les commerces des villages à l'époque là. Il y a personne qui s'est présenté dessus. Est-ce que ça peut vous intéresser? Donc j'arrive là-bas, je vais voir le bar PMU, tout vert, tout, tu vois, vraiment les couleurs d'époque un peu flashy. Je rentre, le truc, il était mais démonté, et tout avait été arraché à l'intérieur et tout. Et je me dis, punaise, ça peut être un bel endroit pour faire mon gastro, quoi. Et je me dis, bon bah oui, ça m'intéresse. Donc j'ai la chance d'avoir la communauté de communes qui était propriétaire des murs, qui va faire des travaux dedans. Moi, j'investis 1,5 million d'aménagement dans cette bâtisse et je déménage donc la maison d'à côté dans cette nouvelle bâtisse. Je crée une partie bistrot, donc on a deux points de restauration dans ce petit village de Montlivaud. Et comment va s'appeler cet endroit? Alors, ça s'appelle toujours la maison d'à côté, puisque du coup, je l'ai déménagé. Tu l'as déménagé. Et donc voilà. Pourquoi j'ai la table d'à côté en tête? Je sais pas pourquoi. Attends, ça va venir, sois patient. Ah, mais c'est ça. Je suis pas complètement à l'ouest, hein. Mais ça va venir, ne t'inquiète pas. Je me disais pourquoi dans mon esprit, il y a un souvenir de la table d'à côté. Ok, pardon. Donc là, j'ouvre là-bas en juin 2016. Donc, juin 2016, j'ouvre cette nouvelle maison d'à côté, un fourneau avec une table au bout du fourneau, la cuisine complètement ouverte sur la salle, un chef qui va prendre ses commandes, des cuisiniers qui servent en salle. Il y a ce truc du chef qui va prendre ses commandes, qui t'avait, donc là, voilà, là on ouvre tout et on a des cuisiniers qui viennent expliquer leurs plats. Donc, bien entendu, Christophe a été fiché en disant il dénigre le service. Chez lui, il y a plus de serveurs. Donc voilà. Autant te dire que j'avais beaucoup de mal à trouver des personnes en salle à cette époque-là, parce que c'était il met des cuisiniers dans sa salle. C'est pas normal. Mais très vite, les gens comprennent ce qui se passe chez moi. C'est qu'en fait, j'enlève ce travail un peu répétitif pour la salle, parce que tu sais, apprendre un intitulé par cœur, c'est génial. Mais quelle est la sincérité de tout ça, en fait, finalement, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Aujourd'hui, j'ai offert à mes personnes de salle le bonheur de pouvoir partager des moments avec les convives et plus avoir ce récit et ce par cœur, en fait. Donc c'est là où les choses évoluent dans la tête des gens, comprennent un peu ce qui se passe à la maison d'à côté. Plus impliqué finalement, plus impliqué dans la cuisine, dans la traduction de la cuisine jusqu'à la salle, en fait. C'est surtout proposer quelque chose d'hyper personnel et avec beaucoup de bienveillance, parce que chacun a son petit morceau à lui d'histoire à écrire. Et que du commis jusqu'au sous-chef, tout le monde se sent impliqué et tout le monde a envie de partager ce moment ensemble. Du sommelier jusqu'au commis de salle, voilà. Tout le monde a le droit de passer des moments uniques avec le convive. Donc moi, ce que je voulais, c'était complètement ouvrir mon lieu et passer des services hyper concentrés, sans bruit, hyper fluides. Et là, on passe des moments vraiment uniques tous ensemble.
en 2017, on m'approche et on me dit voilà, il y a une bâtisse qui est à vendre au sud d'Orléans. On est un peu sur le même schéma que Montlivaud en fait. On est allé à 15 minutes d'Orléans, comme à Montlivaud on peut être à 15 minutes de Blois. Et là on me propose un lieu qui est un peu retiré, mais où on peut se garer assez facilement, une grande bâtisse. C'est mon premier investissement à moi personnel de mur, on va dire, parce que jusqu'à présent j'avais pas les murs. Mmh. Donc là je me dis bon bah voilà, tout se passe bien pour moi, les équipes sont saines. Allez, bing, on y va. J'ouvre la table d'à côté avec un chef qui est reconnu aujourd'hui et que j'aime beaucoup, qui est Aurélien Largeau. Donc on ouvre cette bâtisse en juin 2018. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que tu te dis, ok, j'y vais. Je croque dans la pomme en fait. Je réfléchis pas, je me pose pas de questions. Tout va bien dans ma vie. Mes entreprises, elles sont sereines. Mes banques, elles me suivent. À cette époque-là, voilà, je suis à fond avec le Crédit Agricole. Je refais cette nouvelle opération avec la Caisse d'épargne. Donc j'ouvre là-bas en juin 2018. On démarre à 10 sur toute l'entreprise. Et puis le 21 janvier 2019, donc là on part de très peu de temps après. 2 étoiles tombent à Montlivaud et 1 étoile également à Orléans. Donc c'est mon année de 3 étoiles. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est un peu novateur en fait, parce que là c'est vrai que on le voit de plus en plus aujourd'hui, mais c'est un chef accompagné par son jeune qu'il installe dans un restaurant qui a 1 étoile Michelin. Tu vois. Et ça, c'est beaucoup de fierté pour moi parce que c'était peut-être aussi hyper novateur à l'époque. On le voit de plus en plus aujourd'hui avec de nombreux chefs 3 étoiles qui accompagnent des jeunes. Et ça, c'était ma grande fierté pour moi d'accompagner Aurélien. Donc voilà, on a 1 étoile là-bas, 2 étoiles à Montlivaud. 2 étoiles. Non mais 2 étoiles, tu prends une vague alors oui, tout à l'heure tu disais qu'une étoile ça représentait quelque chose symboliquement, oui, et puis ça se traduit forcément, ça attire. 2 étoiles. Tu te rappelles de cette ligne de conduite ou pas? Et si tu t'en rappelles, finalement, quand j'ouvre la nouvelle maison à Montlivaud, je me dis voilà, il faut y aller quoi, tu vois. J'y mets les moyens. Ouais. Je me donne pas de regrets. Là-bas, j'ai investi 1,5 million, c'est quand même beaucoup d'argent pour un petit paysan. Et mais voilà, je veux y aller en fait. C'est ma priorité, je veux y aller. Et puis voilà, ces 2 étoiles, elles arrivent quand même super vite. Et à cette époque-là, c'est Alex Madia, c'est Stéphanie Lequelec, c'est David Toutain, c'est Hugo Rollinger et c'est Christophe Hay. On est 5 sur le podium à avoir 2 étoiles. Autant te dire qu'il y en a 2 qui ont été très bons. Et donc du coup voilà, pour moi c'est arrivé dans un cercle qui est restreint. Voilà, c'est environ 82 étoiles, tu vois. C'est une énorme reconnaissance. C'est encore une activité qui est super dense. C'est pas dur? Non, c'est pas dur. Pourquoi? La vie elle est dure. Quand t'as 2 étoiles, j'imagine que d'un coup, comme tu le dis, tu rentres dans un cercle très fermé et donc t'as un nombre de regards sur toi qui vont être décuplés. La clientèle. Moi, je me souviens très bien d'Olivier Belin me dire, c'est un raz-de-marée. On s'est pris un raz-de-marée. Ouais, bien sûr. Mais quand t'es entouré, finalement, ce raz-de-marée, il est. C'est un beau problème. Il est sain et il avance tout seul en fait. Tu vois, j'étais vraiment hyper entouré à cette époque-là. J'avais des jeunes qui étaient top. Alors autant te dire que quand j'en avais un qui partait, c'est comme si on me coupait un bras, parce que t'es dans un petit village et que derrière pour retrouver quelqu'un c'est hyper compliqué. Mais tout va bien en fait. Tout va bien. On va faire les cueillettes le matin parce que le jardin il est juste là en contrebas. Tu vois, tout était facile. Je suis arrivé ici tout à l'heure après bien des problèmes de transport. J'ai été accueilli par Virginia. Je suis arrivé en me disant on va refaire ça, on va remettre ça plus tard. Et elle n'a cessé de me dire tout va bien, il y a des choses plus graves, on prend le temps. Et je retrouve en fait cette même énergie dans ce que tu es en train de me dire, cette capacité à se dire attendez les gars, est-ce qu'on est vraiment en train de se parler d'un problème ou pas? Non. Donc tranquille. Il y a ça dans cette maison. C'est ce que je diffuse à toutes mes équipes. Et c'est hyper important pour moi. Et comme je te disais, dès l'instant où t'as pas de problème dans la vie, tout est plus facile.
cette sérénité, c'est ce côté posé. J'étais hyper timide quand j'étais enfant, hein. Ma maman pourrait vous le dire, mais voilà, quand il fallait aller chercher la baguette, j'étais accroché au pied de ma maman, je voulais pas y aller, tu vois. Donc non, j'ai toujours été hyper posé, hyper timide, hyper réservé. Mais en tous les cas, j'ai voilà cette vie d'entrepreneur. Ce que je voulais, c'était partager justement cette bienveillance en fait. Et là, il y a Yvan Sommet, donc voilà, quelqu'un qui est le président de la CCI du Loir-et-Cher, qui vient me voir en 2019 et qui me dit, bah voilà, il y a une bâtisse intéressante à Blois. Tu devrais aller la visiter. Donc rebelote, on est encore sur cette même chose où je vais à Blois. Je viens là, je vois ce bâtiment en U qui était l'ancien hôpital de Blois. Et là, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai des ondes de dingue qui m'arrivent sur le corps, quoi. Très chargé comme bâtiment, au bord du fleuve. Enfin, on sent qu'il y a un poids, qu'il y a une histoire, qu'il y a un passif. Enfin, c'est pas anodin, c'est pas. Non, parce que là, on arrive dans un lieu d'hospitalité et je suis arrivé là dans cette bâtisse où il y avait des vieux tilleuls tout moches, des sièges en béton là qui étaient horribles, avec des anciens qui étaient là parce que bah du coup c'était quand l'hôpital de Blois a déménagé, c'était transformé en EHPAD. Tout ça pour vous dire que voilà, cet établissement il était pas glamour quoi, tu vois. C'était un bâtiment imposant et tout le reste quoi. Mais je me dis que c'est là. C'est là qu'il faut que j'aille, c'est là où il faut que je me pose et je me dis que c'est là où tout peut se passer quoi. Il faut y aller donc Christophe, il est tellement pris dans son évolution et tellement pris dans ses engagements que bah malheureusement il se crame un peu les ailes hein. Je me sépare d'Emmanuel mais c'est aussi ça la vie d'un cuisinier, c'est aussi bah parfois relativiser un petit peu, prendre un peu de recul. On est trop impliqué dans nos métiers, on est trop la tête dans le guidon. Mais voilà, j'ai vécu plus de 20 ans avec une personne et que je suis obligé de me séparer. Bah, il y a pas d'obligation dans la vie, mais je veux pas me faire du mal en fait. Et je pense on prend la décision de se séparer et c'est important. Mais parce que le terrain a été négligé, pardon, hein, mais puisqu'on en parle, et c'est merci de le faire, parce qu'on n'en parle jamais de ça, alors que franchement, c'est une zone d'équilibre évidente quand ça tient, et souvent quand ça tient grâce à la personne qui accepte l'absence et le déséquilibre. Et on ne parle jamais des moments où c'est difficile, parce que ça l'est forcément, en fait. Combien de personnes se crachent dessus, combien de personnes se crient dessus, combien de personnes se font du mal dans nos putains de métiers? Combien de personnes? Tout le monde. Tous ceux qui bossent ensemble. Tu sais, souvent on montre le côté joli, ah oui, ils sont en couple, tout va bien, non, machin. Mais c'est pas ça en fait la réalité, tu vois. Ben non. C'est horrible de bosser ensemble. C'est horrible parce que bah voilà, il peut y avoir des tensions, voilà, ça peut arriver toujours, voilà. Et moi, c'est quelque chose que je supporte pas ça. C'est vraiment quelque chose que je supporte pas et voilà donc. Mais c'est ultra compliqué. On n'est pas fait pour être l'un sur l'autre comme ça et partager cette pression, ces enjeux. Déjà, d'être dans un couple, dans une famille, la pression et les enjeux sont énormes. Alors en plus, l'entreprise conjointe, la quotidienneté partagée, hyper difficile. Bien sûr, et puis moi je suis un cinglé et bah oui parce qu'il faut pas se cacher hein, je veux dire je suis tout le temps la tête dedans et on me propose un truc à droite et à gauche, je prends ma voiture entre deux services, je vais faire une interview, je vais faire un truc, je vais faire la foire à la saucisse, machin, tu vois, je suis tout le temps parti en fait. Ouais. Et malheureusement voilà, Emmanuel, elle m'a accompagné jusqu'à 2021 et je pense qu'il y a un moment bah voilà, cette décision il faut la prendre et on l'a prise. Mais je l'ai aimé, je l'aime et je l'aimerai encore, tu vois. Parce qu'il faut pas oublier que c'est quelqu'un qui t'a accompagné et que tu peux pas dénigrer en fait. Et donc voilà, on se retrouve à faire des travaux dans cette bâtisse de dingue. Et puis on ouvre en juin 2022. J'avais projeté 90 personnes sur Fleur de Loire. Et puis, bien entendu, au bout d'un mois, tu as déjà des jeunes qui te réclament des heures sup, tu as déjà des gens qui te disent « Ah ouais, c'est super, mais nous, on est… Voilà, j'avais vraiment envie
que Fleur de Loire soit une référence en termes d'RSE, tu vois, en termes de bienveillance sur les équipes, en termes d'impact environnemental, en termes de tu vois, de vraiment limiter tout ce qui pouvait être impact sur cette bâtisse. Et donc du coup, ça me fait beaucoup de mal. Et je me dis bon bah voilà, maintenant il faut y aller, on embauche et on est 110 quand on démarre. J'ai la chance de récupérer 1,5 hectare de terre en plein centre de Blois. Parce que le maire entend parler que je suis un amoureux du jardin, que je suis un amoureux de la terre. Donc à 500 mètres d'ici, on a un jardin d'1,5 hectare. 1,5 hectare, on peut faire pousser plus que des aromates. Là, pour le coup, ça commence à représenter Exactement. Parce que des cuisiniers qui disent avoir un jardin, on en connaît énormément. Des gens qui peuvent faire reposer au moins une partie de leur activité sur un jardin, ils sont moins nombreux déjà. Exactement. Et là, du coup, pour moi, c'est une aubaine. J'arrive là, ça fait beaucoup de terre, mais je me dis voilà, là, on va faire une aspergerie, là, on va mettre 3000 mètres carrés de serre. En 2018, je rencontre un éleveur de Wagyu qui est en plein milieu de la Sologne, qui s'appelle Thierry Roussel, le bœuf Wagyu mondialement connu, un bœuf unique que j'ai goûté pour la première fois à New York et avec mon ancien futur associé Eric Pandariès qui me dit goûte cette viande, et là j'ai un marqueur de dingue et j'ai une petite pensée pour mon papa, et donc là je suis là en Sologne, je vais rencontrer cet éleveur. Il a des animaux qui sont uniques parce que c'est du 100%. Donc il a pas fait de croisement, il a pas fait de bêtises, c'est du 100% Wagyu. Et donc je lui achète une bête, 2 bêtes, et puis je vois qu'il connaît pas trop tu vois, la finition sur les Wagyu, il connaît pas trop l'alimentation des animaux, comment il faut faire. Et moi c'est quelque chose qui me passionne. Et en juin 2018, j'achète 37 têtes de bœuf Wagyu. Je les achète. Donc j'ai investi 150 000 euros dans ces animaux. J'aurais pu investir dans de la pierre, j'aurais pu investir dans plein de trucs. J'ai acheté des Wagyu. Et tout simplement parce que voilà, j'ai une vraie pensée pour mon papa. Et je me suis dit voilà, s'il avait pu avoir accès à cette viande, il aurait été comme un dingue. Ah ouais. Donc j'achète ces animaux, je les confie à un ami qui s'appelle Yvan Dersoir, qui est près d'Angers en fait. Pourquoi je les emmène là-bas, c'est que là on est vraiment sur des terres qui sont hyper préservées, on est en bio et qui sont magnifiques. Donc il s'occupe de mon cheptel, j'y vais moi tous les 2 mois pour pouvoir gérer les animaux, voir que l'alimentation elle soit nickel. Pour reprendre un petit peu, au Japon, les animaux sont rentrés au bout de 6 mois dans des stabules pour pouvoir passer sur l'alimentation. Nous, aujourd'hui, on fait du 24 mois en prairie, et puis ensuite, les 12 derniers mois, ils sont rentrés donc dans des box qui font 18 mètres carrés par animal. Et puis, avec les massages, la musique et l'alimentation au lin, qui fait partie justement de ce qu'on appelle la finition, qui est vraiment hyper importante sur des animaux. Et c'est ça qui développe ce côté persillé et cette longueur en bouche. Donc, je crée ma société agricole en 2018. Et autant te dire que quand je suis officiellement paysan, c'est une vraie délivrance pour moi. Parce que c'est encore plus fort que d'être cuisinier finalement. C'est reprendre les racines familiales, c'est reprendre cet esprit, c'est reprendre cette philosophie. Et puis t'es assis en tant que cuisinier sur quelque chose que tu maîtrises, dont tu es propriétaire, qui t'appartient à tous les niveaux, psychologiquement, économiquement. Il y a ce potager in fine, et il y a cet élevage de l'autre côté. T'as tes fondations aussi. Ouais, et puis c'est passionnant, tu vois, parce que on met des choses en place, on signe un pacte avec un abattoir et qui s'engage à prendre nos animaux tout seuls en premier, à m'envoyer une photo quand ils partent tu vois, sur la finition. Donc voilà, on les accompagne en fait, nos animaux. C'est nous qui déposons les Wagyu à 4h30 le matin à l'abattoir. Ils sont pris à 5h, j'ai ma photo, je suis tranquille, je sais qu'ils n'ont pas été mélangés avec les autres, qu'il n'y a pas eu de stress, et on maîtrise toute la filière. Et aujourd'hui, c'est rare. Et aujourd'hui, on gère les bêtes entières ici à Fleur de Loire. Donc ça veut dire que toutes mes équipes sont sensibilisées à traiter tout le bœuf, à traiter tout le gibier entier, à traiter les agneaux entiers, à traiter les veaux entiers. Voilà, on traite le produit de A à Z entier sur Fleur de Loire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été chouette pour moi. Comme je te disais, on a ouvert
dans le dur parce que bien entendu on se dit que Christophe Hay voilà, ça va être facile, il a de la notoriété, voilà, donc et puis on est en sortie de Covid, donc on n'oublie pas que les jeunes dans la tête c'est plus les mêmes, ils ont plus envie de bosser, ils ont plus envie de faire comme avant, et donc là ce que je veux c'est vraiment apporter beaucoup de bienveillance à mes équipes. Donc j'essaie en 6 mois de faire tout ce qu'il faut pour mes équipes. Oui, mais c'est réinventer un modèle, très rapidement, de fait. Là, il faut être très agile, très souple, très ouvert d'esprit aussi. Moi, dès les premiers qui me réclamaient des heures sup, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose, quoi. C'est maintenant ou sinon je suis dans le trou, quoi. Donc, je me pose même pas de questions. On embauche. On ouvre avec 2/3 de la bâtisse, donc ça veut dire qu'on n'a pas toute la bâtisse Fleur de Loire. Il nous manque le spa, il nous manque une vingtaine de chambres, donc on fait un peu avec ce qu'on a, et donc du coup, les chiffres sont pas ce qu'ils devraient être, parce que la fin de la bâtisse, elle arrive 4 mois après, et que je finis mes 6 premiers mois avec un bilan négatif à 650 000 euros, moins 650 000 euros. C'est beaucoup d'argent, surtout que j'ai investi 6, 7, 8, 9. Et puis là, je suis obligé de refaire un emprunt d'1 million pour pouvoir combler mon trou, en fait. Donc là, j'arrive à 10. Et du coup, je me dis, putain, mais il va falloir qu'on charbonne. Et là, on fait une année 2023 de dingue. Mais vraiment une année 2023 de dingue. Et j'éponge ma dette. C'est un truc unique, mais j'éponge ma dette. Et là, on est parti, on est sur un élan de fou. Il y a beaucoup de choses à venir, là. Il y a encore beaucoup de chapitres parce que j'ai l'impression que... le prochain chapitre, il va arriver au mois de juin où je vais ouvrir un autre kiosque à pâtisserie à Orléans. Parce que c'était important pour moi d'offrir ça à mes Orléanais. Orléans, c'est vraiment une ville que j'apprécie par-dessus tout. Étant enfant avec ma maman, on allait faire nos courses à Orléans. Ma sœur a tenu un magasin de beaux-arts en face de la cathédrale. Donc c'est une ville que je connais très bien, qui m'a vu grandir également. C'est vraiment une vraie complicité. Donc je vais ouvrir une boutique au mois de juin 2025 à Orléans, sur la plus belle place d'Orléans qui s'appelle la place du Martroi. On est juste en face de la statue de Jeanne d'Arc, et j'ai eu les clés officiellement hier, donc on va faire ces travaux. Ouais. Trop beau. Merci, chef. Il y a une chose aussi qui est importante. Comme je te disais, l'humain est fort autour de moi. J'ai aussi beaucoup de gens qui m'entourent. Je t'ai parlé, je m'étais séparé, mais aujourd'hui j'ai ma compagne qui s'appelle Edith. Tu remarqueras que je suis quand même quelqu'un de très discret, je n'ai pas posé la question sur. Non, mais voilà, c'est une battante en fait. C'est elle est dans l'immobilier. C'est une femme qui est pleine de vie, qui est pétillante, qui est hyper florale, hyper ouverte, et qui fait pas le même métier que moi. Donc ça, c'est hyper important. Je veux dire, aujourd'hui, quand on se retrouve le soir, on a des choses à se partager, on a envie de et aujourd'hui, elle me porte énormément. Et puis toutes mes équipes en fait, parce qu'ils sont tellement riches et ils sont tellement là à me porter. Et voilà, j'ai une seule et unique volonté où je les emmène avec moi, où ils me mettent des coups de pied dans le derrière, et je vous ai expliqué que j'avais une ligne dans la vie, et cette ligne elle est au bout, et au bout de cette ligne il y a 3 étoiles. Faut qu'on se batte pour ça, et en tous les cas j'ai la chance d'avoir une équipe qui est saine et qui me met un coup de pied dans le derrière tous les jours, et je l'aurai pour vous en tous les cas. Bon voilà, c'est dit. Chers amis du Michelin, vous avez là un engagé, pas enragé, mais pas loin quand on voit tout ce qu'il a déployé. En tout cas, bien décidé, Christophe Hay, à gravir le sommet. Pour lui, pour ses équipes, pour son père, pour ses filles, pour les siens, pour Monsieur Paul, pour mener un parcours singulier au rang de l'excellence, pour rendre à sa terre l'hommage qu'elle mérite. Imaginez ce récit que vous avez découvert aujourd'hui, repensez à cette enfance, à ses mentors, à cette période américaine, au retour en France, dans la peine et l'épreuve de la disparition d'un père, et à cette envolée, à ses premières adresses, ses premières maisons, et imaginez aujourd'hui une salle de restaurant, élégante, donnant sur la Loire, ouverte sur une cuisine où, sereine, une jeune équipe évolue sous nos yeux, au cœur de cette bâtisse majestueuse de 5000 mètres carrés, qui abrite désormais l'ambiance, l'esprit de Christophe Hay. Ici, le chef écrit aujourd'hui son histoire et dessine sa cuisine,
Et si l'ombre de Monsieur Paul plane et se lit sur un menu, en clin d'œil sur une veste ou dans les mots d'un serveur, un jour viendra où un seul nom ici se déploiera, soulèvera sa terre et portera les siens. À Fleur de Loire, il y aura libéré le geste abouti d'un cuisinier, la vision d'un terroiriste, l'humanité d'un homme qui, quand on a coupé nos micros, s'est levé face à moi pour me prendre dans ses bras. Merci chef pour cette parenthèse inoubliable en bord de Loire. Merci pour ce récit sans filtre où, chose rare, il faut le souligner, il a été question de celles et ceux qui entourent et accompagnent aussi l'ascension d'un chef, subissent l'exigence qu'impose la quête de l'excellence. Merci à vos équipes pour leur accueil. Merci à vous, chers amis, auditeurs, auditrices. Je ne peux que vous inviter à vous rendre à Blois, à aller tester cet effet que produit la maison de Christophe Hay, cette sérénité qui vous enveloppe dans la seconde où vous avez passé la grille, cette beauté de table qui glisse sur le fleuve. Vous repenserez à son histoire quand vous croiserez le regard du chef et vous pourrez alors parler à la table d'à côté de votre podcast préféré. Allez, salut!